nous apprend très tôt à tenir bon, à se dépasser, à continuer même quand ça fait mal. On admire ceux qui ne s'arrêtent jamais. On applaudit la résistance. On glorifie l'effort. Mais on parle rarement, très rarement, du prix à payer. Et cette leçon, je ne l'ai pas apprise à travers un livre. Cette leçon, je l'ai apprise à travers mon histoire, à travers mon propre corps. Pendant longtemps, je pensais savoir exactement qui j'étais. J'étais la fille des terrains de tennis, celle qui courait des marathons, celle qui dévalait les pistes de ski. Le sport n'était pas une simple passion, non. C'était mon langage, ma force, mon identité. Il m'a appris la discipline, la résilience, la maîtrise de soi. Il m'a appris que rien n'est perdu jusqu'à la dernière seconde. Alors je continuais toujours un peu plus, encore et encore, sans jamais m'arrêter. Parce que dans le sport, on nous apprend une chose de très simple. Si tu t'arrêtes, tu perds. Mais ce que personne ne nous apprend, personne, est que si tu ne t'arrêtes pas, tu perds aussi. Et c'est exactement ça qui m'est arrivé. En une seule année, tout s'est arrêté. En une seule année, plus d'entraînement, plus de compétition, plus de podium. En une seule année, une hernie discale, une fracture de fatigue des 2 tibias, un accident de vélo, 3 chocs, 3 blessures, 3 arrêts. En quelques mois, mon corps, celui qui m'avait toujours portée, est devenu celui qui me retenait prisonnière. Les béquilles avaient remplacé mes chaussures. L'hôpital avait remplacé ma maison. Je slalomais désormais entre les salles de radiographie, IRM, scan. Les médecins faisaient désormais partie de mon quotidien. Et pourtant, les résultats restaient flous. Aucune explication convaincante m'était donnée. Certains médecins me parlaient de surentraînement, de surmenage, de risques mal calculés, et d'autres encore de problèmes psychologiques. Est-ce que je suis folle? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Et ces questions me revenaient sans cesse. Pourquoi moi? Alors que d'autres personnes s'entraînent beaucoup plus que moi. Pourquoi maintenant? Alors que je me sens en bonne forme, dors bien, mange bien. Mais à votre avis, un enchaînement de blessures comme celui-ci, est-ce vraiment un hasard? Je ne pense pas. Et malgré tout, je continue. J'allais à l'université, suivais mes cours, ironiquement des cours de médecine. Je passais mes examens. J'essayais de faire comme si tout allait bien, comme si la douleur n'existait pas, comme si mon corps ne m'avait pas lâché. Mais la réalité me rattrapait à chaque fois. Quand marcher devenait un défi, conduire devenait impossible, et même les gestes les plus simples, comme se lever, porter un sac ou même brosser ses dents devenaient des obstacles. Et pour la première fois de ma vie, pour la première fois, je ne regardais plus la ligne d'arrivée. Je regardais mes propres limites. Qui suis-je devenue sans tout ce qui me définissait? Qui êtes-vous sans tout ce qui vous définit? Parce que oui, lorsque votre corps change, que vos capacités disparaissent, que votre miroir ne vous reconnaît plus, lorsque votre confiance dépend uniquement de ce que votre corps peut accomplir, alors la blessure n'est plus seulement physique. Elle devient psychologique, morale, psychique. Et à ce moment, votre confiance ne chute pas, non. Elle s'effondre. Et le plus dur dans tout ça n'était pas la douleur. Le plus dur était le regard des autres, la pitié. Et surtout voir mes parents souffrir en silence. Ces piliers si forts, devenus impuissants. Nous, on écoute souvent nos parents nous dire «
Ralentis, doucement, fais attention. Mais on continue quand même. On continue jusqu'au jour où on les voit brisés parce que nous sommes brisés. Cassés parce que nous avons une jambe cassée, une main cassée. Donc pour vous parents ici présents, s'il vous plaît, si vos enfants ne vous écoutent pas, assurez-vous au moins qu'ils s'écoutent eux-mêmes, chose que je n'ai pas su faire. Et c'est là que j'ai compris une chose essentielle. Une confiance en soi construite uniquement sur la performance est une confiance en soi fragile, terriblement fragile. Parce qu'un jour, votre corps peut vous dire stop. Et ce jour-là, vos médailles ne vous sauveront pas. Alors j'ai dû apprendre à me reconstruire, réapprendre à marcher, réapprendre à bouger, réapprendre à me regarder, mais surtout, réapprendre à m'aimer et croire en moi, sans médaille, sans podium et sans extérieur. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'une simple athlète. Aujourd'hui, je suis une survivante de mes propres doutes. Et j'ai compris ceci. Je n'étais pas tombée ce jour-là. Je tombais depuis longtemps. Mais qui aurait de la tendresse pour quelqu'un qui se pousse autant, volontairement, pour de simples lignes d'arrivée, uniquement pour se prouver qu'il est assez? Qui aurait de la tendresse pour quelqu'un qui se pousse autant, voire en vomir, dû à un stress qu'il s'inflige lui-même? Personne, sûrement. Et moi-même, j'étais la première à ne pas en avoir. Certains d'entre vous se disent sûrement en arabe « kharja ». Oui, kharja. Je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Mon corps parlait et je ne l'écoutais pas. Mon corps pleurait et je ne l'écoutais pas. Mon corps criait et je ne l'écoutais toujours pas. Pendant des années, j'avais interprété la fatigue comme une faiblesse, la douleur comme un obstacle, les limites comme un ennemi. Mais en réalité, mon corps ne me freinait pas, non. Il me protégeait. Et c'est là que je disais que mon histoire n'avait rien d'exceptionnel. Elle était simplement invisible, parce que nous vivons tous et toutes dans la même illusion, dans une culture qui glorifie le dépassement. Et même les chiffres le confirment. Dans le sport, une blessure sur 3 est due au surentraînement. Et donc une blessure sur 3 est précédée de signaux ignorés. Et en dehors du sport, chez les étudiants en médecine, une personne sur 2 est touchée par le burn-out avant même d'avoir terminé ses études. Ce ne sont pas des accidents soudains, ce sont des effondrements progressifs. Et même les plus grands n'y échappent pas. Ironiquement, en préparant cette aide, je tombe sur l'histoire d'une des plus grandes skieuses de l'histoire, une athlète que j'admire et dont l'histoire résonne beaucoup avec la mienne. Gravement blessée quelques semaines avant les Jeux Olympiques 2026, son corps lui criait stop. Et pourtant, elle décide quand même de participer aux Jeux. Chute à nouveau lors de la descente et met fin à sa carrière olympique. Dans le sport comme dans la vie, sur une piste de ski, d'athlétisme ou même derrière un bureau de travail, on nous apprend souvent à continuer, mais rarement à s'écouter. Et j'ai pris conscience d'une chose. Se dépasser n'est pas toujours du courage, non. Se dépasser est parfois une fuite de repos, une fuite de peur du regard des gens, de soi-même, une fuite de cette petite voix intérieure qui vous murmure « ralentis ». Parce que nous vivons dans un monde qui glorifie l'effort, mais qui culpabilise le stop. Comme si écouter son propre corps était une faiblesse. Comme si s'arrêter était une trahison de ses proches, de ses ambitions, de soi-même. Alors qu'en réalité, elle est la forme la plus élevée d'intelligence. Aujourd'hui, ma perception de la force a changé.
Ce n'est plus endurer sans limite, pousser sans écouter, ignorer sans réfléchir. La force est devenue durabilité, lucidité et équilibre entre le mental et le physique. Parce que la vraie performance n'est pas d'aller le plus vite possible dans une illusion du toujours plus. La vraie performance est d'aller le plus loin sans se détruire dans une réalité du juste assez. Stop n'est pas un abandon. Stop est une survie. Stop est une protection. Stop peut être ce qui vous permet d'aller encore plus loin. Alors la prochaine fois que votre corps vous dira stop, ne le voyez pas comme un échec. Ne le voyez pas comme une défaite. Voyez-le comme un réel guide, un signal, une chance. Parce qu'au final, oui, se dépasser est admirable. Mais se respecter est indispensable. Merci.